Bien, ben, je crois que l'heure est arrivée. Alors, bienvenue une fois de plus. Si mes calculs sont exacts, cette rencontre, donc les correspondances, nous sommes à la 58e édition ce soir. Ça commence à faire pas mal depuis le début du festival, donc à 7 en 2010. Pour ceux qui sont là pour la première fois, je vous explique en deux mots le but donc, de cette rencontre. C'est effectivement de mettre en présence deux écritures très différentes de la poésie, non pas pour les confronter, mais pour montrer les aspects multiples que la poésie peut prendre. Alors, pour ça, j'avais forgé la première année une phrase, donc je vais vous la redire, qui est à partir de deux phrases, donc de deux écritures très différentes. Justement, en même temps, c'est une phrase démonstrative, c'est quasiment une mise en abîme. C'est une phrase donc, qui débute par Paul Valéry, qui dit « Mettons en commun ce que nous avons de meilleur et enrichissons-nous de nos mutuelles différences ». Et Baudelaire, qui continue, donc dans le poème éponyme, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité. Donc ça fait une seule phrase et qui exprime bien le projet de cette rencontre. Voilà. Et aujourd'hui, alors je suis très content aujourd'hui. Je crois que c'est la première fois justement depuis, donc ça fait la 58e fois, c'est la première fois que j'ai une rencontre non pas fortuite puisqu'elle a été prévue, mais aussi improbable. Et alors je ne sais pas lequel des deux va faire la machine à coudre et lequel va faire le parapluie. En tout cas, j'éviterai de faire la table de dissection. Je vous présente donc rapidement les deux auteurs que vous devez, je pense, connaître, mais bon, c'est toujours utile de présenter. Donc Michel de Guy, qui est poète, essayiste, philosophe. Il dirige toujours aux éditions Belin la revue Poésie, toujours. Oui. Donc il dirige toujours. Hein, il a créé en 77. Hein. Il est professeur émérite de l'université Paris 8 et il a présidé le Collège international de philosophie de 89 à 92. Il publie chez Gallimard, bien entendu. Il est lauréat du Grand Prix de poésie de l'Académie française en 2004, traducteur de Heidegger et de Paul Celan. C'est pas rien. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, il est à la fois philosophe et poète. Hein. C'est pas... disons que c'est pas absolument original, mais c'est pas commun non plus. Et bon, on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure. Et donc, de l'autre côté, c'est-à-dire de l'autre côté de la page, on a Jacques Robotier, donc, qui est auteur d'une quinzaine de livres, parmi lesquels Litanique, Le dos de la langue, Description de l'homme sans H, etc. Il a reçu le prix littéraire des lycéens Île-de-France. Il est performeur, il est régulièrement invité à dire ses textes seul ou accompagné de complices, musiciens, chanteurs, comédiens. Il est aussi compositeur, parce qu'en fait, il a fait des études de musique. Hein. Il a fait des études au Conservatoire de Paris. Il a enseigné l'écriture et l'analyse musicale à la Sorbonne de 1974 à 1983. Et il a été inspecteur principal de la musique au ministère de la Culture entre 1985 et 1989. Voilà. Depuis 1989, il se consacre uniquement à l'écriture et à la création. Écrivain, compositeur, metteur en scène. Il est fondateur de la compagnie VOC, actuellement, qui existe actuellement. Et alors VOC, évidemment, il a accommodé à toutes les sauces, hein, avec un préfixe. Il y a beaucoup de préfixes avec VOC, donc il s'est amusé avec ça, évidemment. Je crois qu'on va passer directement alors à tout d'abord une lecture pour nous mettre en bouche de Michel de Guy. Voilà, déjà je les mélange tous les deux. Alors bon, pour vous dire un peu ce que je ressens de chacun des deux, vous me dites si je me trompe. Hein. Voilà, donc je me trompe, donc je ne vais pas vous le dire. Il me semble donc que l'un fouille la langue dans sa profondeur pour en tirer la quintessence, tandis que l'autre la fouille pour voir ce qu'elle a dans le ventre. Alors, devinez qui est l'un, qui est l'autre.
Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, je vais donner la parole à Robotier, pourquoi pas. Oui. Non, autrement dit, je ne l'ai pas, pour parler très simplement, je ne l'ai pas prévu. Ah, pardon. Ouais. Je ne l'ai pas là dans l'instant. Vous m'avez invité à lire un texte, je n'ai pas encore prévu de texte à lire. Alors, je pense que Paul Robotier peut commencer. Jacques. Pardon. À Jacques. À lui de faire le Jacques. Pardon, Jacques Robotier. Vous êtes pardonné. Et d'ailleurs, contrairement à ce que vous avez dit, nous nous sommes presque rencontrés il y a de nombreuses années, en particulier non loin du théâtre Molière, actuellement maison de la poésie de Paris, où je vais souvent pour la revue Poésie, le samedi en général, faire des entretiens dont vous fûtes quasi le directeur. Directeur d'entretien. Directeur non. du Non, d'accord. Postulant à la direction de la maison de poésie de Paris, rue Passage Molière. Maintenant, tu vas voir, tout va aller très lentement. Écartant les châtaignes sur la pente de Marly, tu t'agenouillais sur le ciel, devenais mon prie-dieu. De ta fémorale bleue, femme à veine, je tire cette encre pour tester contre le long décès la matière grise et la mention passable, et mettre en chantier un poème, à refaire un poème à qui l'espoir soit comparable. Tu es comme tu étais quand tu me coiffais dans l'angle avec vue sur la gare, tes ciseaux juste appelaient à renaître. Comme un fruit compliqué avec du travail, des teintes de confiture, ton profil aimé recouvrait le profil de cette femme aux pieds de Sardanapale. Tout repassait par ce chat, ce point de virement, rejugé en détail, par tes narines, omphale, lobe, coquillage, l'os de touche, l'œuvre de chair. Alors, Jacques Robotier fait l'amabilité de lire une page d'un livre qui s'appelle Gisant, qui contient une série de poèmes érotiques dont vous avez entendu l'un. Alors, ça appartient à un ensemble. Voilà, c'est ça qui est assez important. Pour commencer aussi par quelques généralités, c'est-à-dire le recueil de poèmes n'est pas exactement une anthologie. Je pourrais dire du mal des anthologies, si vous voulez. Oui, on adore. Avec joie. Alors, je ne pensais pas que vous reconnaîtriez votre poème, mais bon, c'était un piège, mais bon, voilà. Donc, ce volume s'appelle Gisant. Gisant, c'est donc amour et mort. Donc, des grands lieux communs de la poésie. C'est une façon de dire gisant. Voilà. Et donc, c'est un poème, une série de poèmes érotiques. Alors, passez-moi un de vos textes, je lirai avec plaisir. Maintenant, on échange. Je veux dire. Non, je ne veux pas faire un commentaire de mon poème, c'est pas ça. Lequel? Ah ben non, c'est lui qui choisit. Ah bah non, moi je choisis pas. Ah non, moi j'ai choisi, vous choisissez si alors, vous avez. je vais choisir. Choisissez-le pour Ouais, moi. ouais, d'accord. Ouais. D'accord. Le désordre des langages. Ah, les solitaires intempestifs, je connais assez ce volume. Connaissez-vous Denis Guénoun, Oui. qui a fait une bien. collection là-dedans? J'ai eu l'avantage de lire souvent du Lagarce. Mais, Très intéressant. Alors, je commence à lire de Jacques Robotier, Le désordre des langages, le mot foudre. ah oui. Oui. Alors, je vais. Indéchiffrables nos écritures, toile, livre, musique. Comme ces mouvements désordonnés qu'au coin d'une rue fait soudain un passant, geste illisible à qui n'a pas vu la séquence précédente, à qui ne voit pas qu'il cherche à recouvrer un équilibre un instant menacé, le monde s'est donné comme harmonie raison. Nombreux sont encore ceux qui n'aperçoivent pas que partout est le désordre, appelant d'autres désordres. Ainsi les discours et formes de nos rêves, qui présentent toutes les figures de l'incohérence, sont-ils en réalité des tentatives désespérées de rattrapage, erreurs s'efforçant de compenser d'autres erreurs, à commencer par celle de vivre. Les gestes de l'art, comme ceux du songe, comme ceux de nos névroses, ne sont certes pas l'ordre lui-même, mais l'ordonnance exacte, précise, rituelle, de séquences qui ne visent qu'à restaurer un ordre
par essence volatile. Aussi, le sommeil est-il comme l'art réparateur. Je lis encore la deuxième page. Les courbes du discours, vides de signification, pleines de sens. 3. Poésie égale langue qui parle toute seule, langue qui roule sur elle-même, langue de tout le monde. Ce sont des propositions, je pense, discutables. 4. Courante, comme la raie dans la mer ou dans le ciel, une buse, une musique des fluides qui s'appuierait sur la connaissance des courants sonores. Mais attendez, posez-nous des questions. On ne va pas passer le temps à lire. Ah bah si, on va lire. Alors, moi, j'ai pas envie de lire. Voilà. Moi, je préfère lire. J'ai rien à dire. Eh bien, moi, j'ai Allez-y, beaucoup à dire, dites-le rien alors. à lire. Dites-le. Voilà, correspondance. Non, mais attendez. Non, il faut le dire. C'est le On moment peut de le lire, dire. bien entendu qu'on peut lire. Mais je trouve qu'il faut... Alors, je vais commencer par une généralité. Très bien. Puisque j'ai lu que vous étiez dans cette rencontre du côté de ce qu'on appelle la performance ou le performateur, on va, si vous le voulez, commencer par ça, en espérant que vous lirez peut-être un texte en réponse, mais que moi, je commence un peu à parler. Alors, je vais dire des choses banales, si vous voulez. Au fond, il y a deux grands champs, peut-être champ n'est pas bon mot, de l'activité poétique. Alors, il y a une je vais employer des mots, mais c'est des mots qui sont dans notre langue, même si je vais faire allusion à une étymologie grecque, c'est-à-dire le faire, poème c'est faire, et pour faire, il y a deux mots, il y a poiein, donc poiesis, poiema, le poème, et puis il y a pratein, praxis, machin. Alors, pour dire le premier, j'ai, depuis peu de temps, pris l'habitude de renverser la formule clé du performatif, inventé par M. Austin, et qui a changé la face des choses, ou plutôt la face des lectures et des théories pendant un demi-siècle, à commencer par celle de Jacques Derrida. C'est très marrant aussi, dans des grandes œuvres comme celle de Derrida, on voit tout à coup qu'ils dépendent de ce qui se fait aussi. Tout à coup arrive Austin. Alors, le livre clé d'Austin, le premier qui a déclenché les hostilités, ou les entendus, si vous voulez, c'est « Quand dire, c'est faire ». Alors, c'est ça le performatif. L'exemple fameux est très simple. Il faut qu'il y ait un président de séance pour dire « La séance est ouverte ». Si vous n'aviez pas été là, notre séance n'aurait pas eu lieu, peut-être. Voilà. Autre exemple favori d'Austin, c'est le mariage. Et d'innombrables exemples. Jacques Corbotier, voulez-vous prendre pour épouse une femme? Moment d'hésitation. Oui. Le oui, donc c'est trop tard. Voulez-vous prendre ça? C'est parfois timide. Donc c'est fait. Quand... Oui, c'est un oui performatif. C'est un oui performatif. Quand dire, c'est faire. Bon, alors je renverse l'affaire pour dire de quoi il s'agit avec le poème. Quand faire, c'est dire. Le poème, poiema, poésie, qu'il fait le poème, il dit donc. Avec la poésie, il y a la première caractéristique, si vous voulez, c'est qu'en faire, c'est dire. Autrement dit, on n'est pas en train de remuer des choses, ou je ne sais quoi, ou de faire un travail, c'est qu'en faire, c'est dire. Enfin, c'est donc le renversement du performatif. Deuxièmement, Oui, Deuxièmement, pour vous permettre, Moi, je réponds. Jacques, Oui. vous direz ce que vous voudrez. Il faut occuper le terrain un petit peu, c'est ça. D'accord. Alors, Alors. attendez, non, j'ai Non, pas fini. Ah, d'accord. J'ai pas fini. Mon propos initial, c'était deux. Je dis donc, d'une part, quand faire, Oui, faire. c'est dire. Faire, c'est dire. Deuxièmement, la poésie pratein, praxis, agir. Oui. Alors, agir, ça veut dire faire quelque chose. Appelons ça, si vous voulez, l'acte poétique. Y a-t-il un acte poétique? Y a-t-il une action poétique? Y a-t-il une activité poétique? Y a-t-il, tiens, on va citer le camarade de lui qui a arrêté sa revue malheureusement, action poétique. Alors, action poétique, c'est, je vais parler un peu autobiographiquement, pourquoi pas. Donc, pendant des années, avec plusieurs amis, sous l'influence d'ailleurs d'un poète chilien,
Godofredo Yobmi, enfin, qui a été fameux, nous avons fait des actions poétiques. C'est-à-dire, par exemple, maintenant, autrement dit, se présenter devant des gens, au hasard ou non, et lire. C'est au fond un mouvement qui a été, si l'on veut, inventé ou réinventé par André Breton. Alors, il y a un passage fameux où il dit « Je monte dans le train avec Julien Gracq, je crois, on prend le train pour Orléans, on descend à campagne, on marche, et tout à coup, on s'adresse à quelqu'un. » Alors, je vais prendre un exemple. Nous, on avait fondé avec ce petit groupe de Godofredo Yobmi, qui a donné lieu à une première revue qui s'appelait, s'ennuie déjà un peu, la revue de poésie, et on avait appelé, par tirage au sort, en ouvrant un livre, on a appelé cette activité poétique la phalène. La phalène, c'est un mot qui a été pris chez Nerval, comme ça, paf, la phalène. Alors, qu'est-ce que c'était que la phalène? C'était se présenter dans un lieu, par exemple, ici, sans être attendu, devant un public qui s'arrêtait ou non, et commencer à faire entendre un poème et à jouer, à produire une chose qui ne consistait que dans l'heure où elle se tenait. C'est-à-dire la performance ne laisse aucun livre ni aucun... La performance, c'est à certains égards, si vous voulez, c'est pas une lecture, c'est la question très difficile de l'improvisation collective. Rien n'est plus difficile que l'improvisation collective. Imaginez 4 ou 5 personnes, il y avait des peintres, des sculpteurs, etc., qui arrivaient une fois à Vézelay sur la terrasse, etc. Alors, vas-y, commence. Alors, commencer, la ressource était celle de Breton, si vous voulez, un peu genre Cadavreski, quelqu'un commençait une phrase, l'autre continuait, etc. Ça faisait une improvisation, et il y avait un effet qui se cherchait sur un public qui était présent à partir d'un jeu d'improvisation et qui provoquait ou non réaction. Alors ça, c'est le côté, si vous voulez, que j'appelle et que je distingue de l'écriture, c'est-à-dire du poiein, quand faire, c'est dire, et puis le praten. Alors aujourd'hui, si vous voulez, donc vous, je pense que vous êtes de ce côté-là, c'est le côté de la performance. Au fond, la performance, c'est un moment où quelque chose qu'on appelle poétique se passe, qui commence au commencement de la performance et qui se finit à la fin de la performance, et ça a eu lieu, c'est tout. Voilà. D'ailleurs, il en est résulté cette chose extraordinaire pour cette activité que nous avons eue, qui ensuite, je le dis quand même parce que ça prend des proportions étonnantes, a consisté à aller en Amérique du Sud avec Yobmi, à commencer en Terre de Feu. Il avait inventé ce qu'il appelle l'Améride, et à parcourir l'Amérique du Sud depuis le détroit de Magellan, un peu au sud, pour remonter vers la Bolivie. Dans une bagnole qu'on avait achetée, il y avait des peintres, des sculpteurs, et on s'arrêtait n'importe où, dans un village. Le peintre Georges Pérez-Roman se précipitait dans la salle de classe, il faisait une fresque. Tronquoy, qui est mort malheureusement, je vais raconter ça parce que c'est beau. Henri Tronquoy, qui était dans cette équipée, était un sculpteur. Alors quand vous êtes dans la Pampa, je ne sais pas si vous connaissez Rio Gallegos, c'est le sud de la Patagonie, c'est plat comme la main. Et d'ailleurs en plus, comme c'était l'été pour nos vacances, c'est-à-dire l'hiver là-bas, il y avait un petit mètre d'eau devant notre voiture partout dans la plaine. Et donc l'un d'entre nous était devant la bagnole avec une canne pour voir où était la piste et les autres roulaient derrière. Bon, alors, Tronquoy dans un endroit plus calme, ensuite c'était en Patagonie. Patagonie, c'est magnifique. Il a inventé, il avait du fil de fer, parce que c'était dans une bagnole achetée à Punta Arenas, ville intéressante. Vous connaissez Punta Arenas, on avait acheté une bagnole, et il avait acheté du fil de fer. Alors, il a fabriqué un buisson léger de fil de fer. Le vent régnait dans la Patagonie. Et il a dit après pourquoi il a fait ça. C'était le début de la western, dont j'ai oublié le nom. On voit au début un vent violent qui emporte des touffes d'herbe dans la rue du village. Et donc, il a fait ce truc. Et hop, le fil de fer, le petit bijou est parti dans le vent de la Pampa. Alors, ça aurait été encore mieux s'il y avait eu quelques-uns. Il n'y avait personne que nous. S'il y avait eu un paysan, ça aurait été encore mieux. Ensuite, on a roulé la nuit et on s'arrêtait. C'était des trucs extraordinaires. Par exemple, on voyait une lumière à l'horizon. On arrivait là, c'était une hacienda. Et on disait bonjour, bonjour. L'hospitalité, c'est la loi, bien entendu. Donc il y avait une ferme, enfin une cour de ferme et un endroit où il y avait une dizaine de personnes, évidemment habillées, qui somnolaient comme ça, avec le maté, etc. Et on était assis, on attendait de repartir le lendemain matin dans la Pampa. Bon, alors, j'ai dit ça pour amuser un peu l'auditoire, pour montrer que
la performance, c'est-à-dire faire quelque bien. chose qui a une espèce de retentissement dans l'expérience, là, maintenant, pour ceux qui sont là. C'est ça, la phalène et l'action poétique ou l'activité poétique que je distingue donc du faire un poème. Parce que mon affaire, je vais pousser un peu l'affaire, aujourd'hui, je dirais en détournant un peu une formule de René Char, le désir demeurant désir. Au fond, mon affaire, puisque je suis devant vous pour une fois, on s'en verra dans 60 ans, je dirais c'est que comment faire pour que le poème demeure poème. Donc il s'agit de que le poème demeure poème. Donc le poème écrit, tout ça. Faire que le poème demeure poème. C'est sur une formule, vous voyez, calquée, autrement dit, désir, c'est le mot de René Char. Alors, c'est donc en quoi, si vous voulez, je ne suis pas, après l'avoir été pendant ces années que j'ai évoquées, un performateur ou performatif. Alors là-dessus, on peut gloser éternel. Beaucoup, beaucoup, après tout. Parce que la croyance naïve au sujet de la poésie, c'est que l'alchimie du verbe, ça vient de loin en arrière, c'est-à-dire que la formule elle-même, en mots, a une certaine effectivité dans les choses. Hein. Dans le monde de Mao, c'était « la foi transporte les montagnes ». Comme vous savez, la foi ne transporte pas la moindre pierre. Simplement, ceux qui ont la foi vont au boulot pour transporter les pierres. Hein. Ou bien, je vais prendre, si vous voulez, le poème d'amour dont vous avez lu l'un, il était d'ailleurs conçu pour ça au début. Le poème d'amour peut persuader. Il agit sur quelqu'un qui dit « bon, ça va, je t'aime, on s'aimera peut-être ». C'est l'art de la persuasion, c'est tout ça. Donc, mais je reviens là-dessus parce qu'il y a une crédulité à l'égard de la poésie qui continue aujourd'hui à l'école. C'est-à-dire que là, on va l'appeler ça l'abracadabra, ou la formule magique, une formule magique qui pend au ciel dans les rues. Ah, ça transforme le monde. Ça ne transforme évidemment rien du tout. Alors, la question, c'est bien ceci. Alors, est-ce que la performance, ce soir, je vais évoquer une performance qui m'avait à l'époque assez sidéré. C'était dans les années, je parlais de 15 ans. Alors, il y avait eu une performance à Beaubourg. J'ai oublié le nom des gens, vous m'excuserez. C'était une performance. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait 3-4 artistes, on va les appeler comme ça. Donc, il y avait l'un d'entre eux avait une guitare. Et attention, je précise que ma description va paraître terrible, mais je ne me moque pas du tout de tout ça. Parce que nous sommes libres. Celui qui veut performer, performe. L'un, donc le musicien, on va l'appeler comme ça, avait cassé sa guitare et tapait de temps en temps sur la guitare. Il y avait un garçon qui était dans la fosse avec un ordinateur en face d'un écran qui était derrière les gens, et avec son ordinateur, il envoyait des zébrures sur le fond, sur l'écran qui était là, en même temps qu'eux. Et c'était Julien d'Abrigeon, ça, non? Attendez un instant, c'était. Non, et donc le troisième lisait d'une voix morne les factures d'électricité qu'il avait reçues cette année-là. Et Julien d'Abrigeon, ça. C'est un ensemble performatif. Alors, on peut se demander, et je ne dis pas que ça n'a pas d'effet, attention. Je dis que pour séparer les choses, puisqu'il paraît qu'il faut se correspondre, je dis que je fais partie de ceux qui essayent ou qui s'efforcent de faire que le poème demeure poème au sens du quand faire, c'est dire, sans aucune illusion sur ce que Merleau-Ponty appelait, une formule formidable, une certaine puissance prochaine des mots sur les choses. Certaine puissance prochaine des mots sur les choses. Un rapport aux choses, bien entendu, passe par une certaine puissance prochaine, mais qui n'est pas un effet magique. La magie, c'est l'action à distance. L'action à distance. Alors je pique ma poupée et en disant « faites que mon voisin que j'aime beaucoup meure », pas de piquer, hop, il va mourir. Le poème n'est pas une action à distance, le poème n'a pas d'effet magique. Le langage n'a pas d'effet magique, même s'il a une puissance prochaine sur les choses, que le poème demeure en poème, c'est-à-dire en mots, je dirais en phrases. C'est très important aussi. Pourquoi? Parce que, vous m'excusez, je continue, mais je vous dis... Ah oui, allez-y. Oui, d'accord. Il y a aussi, dans ce qu'il en est de la poésie aujourd'hui, il y a une insistance qu'on va dire
romantique allemande qui passe par le philosophe Heidegger, c'est Wort, le mot. Hein. Alors, c'était le mot. Y a-t-il un mot secret, un mot magique, le mot qui, justement, dans les contes de Mille et Une Nuits, il y a abracadabra, et alors la caverne s'ouvre et Ali Baba jouit des trucs. Ça n'existe pas. Voilà, c'est tout. Alors, cependant, il y a une puissance sur les choses. À savoir, une chose n'est pas si elle n'est pas dite. Je m'arrête là. C'est fini pour aujourd'hui. Non, c'est pas fini parce que je vais rebondir, je vais rattraper, je vais revenir sur votre propos. Oui. Alors. Oui, d'accord. C'est dommage qu'il n'y ait pas un cendrier parce que je m'enverrai bien ici. Le reste. Vous voulez une cigarette? Non, je voudrais cendrier, c'est un cendrier. Tu veux dire ou tu veux répondre? Ça, c'est de la performance. Merci. Tu veux dire ou tu veux répondre? Je lis juste, alors, j'ai un truc sur la poésie aussi, moi. Très bien. Je crois, hein. Qui n'a pas un truc sur la poésie? Après, je répondrai quand même. Hein? Je vais mettre mes lunettes. Et donc, 23 peut-être. Mais alors, 28, attendez. Soyons sérieux. Oui, Est-ce soyons que, sérieux. D'une manière générale, Oui. vous ne voulez pas en phrase Non, dans, ben- dans un entretien, et même on a appelé ce truc correspondance. Après tout, les gens correspondent. Autrefois, il y avait des correspondances. Recommencez, parce que les gens n'ont pas Alors, entendu on le début. échangeait, et par conséquent, à ces propositions, vous avez fait des propositions écrites, j'ai entendu tout à l'heure, poésie égale, et ça, c'est une proposition. Si vous voulez, c'est même, on va employer des mots un peu là, c'est même un axiome, ou comme je le dis, c'est-à-dire un exercice du jugement, ou comme je le dis dans le sous-titre d'un livre, un théorème. Théorème, c'est pas compliqué. Théorème, en grec, ça veut dire voir. Un théorème, donc vous avez des théorèmes, j'en ai lu 3. Moi, si je vous demandais commenter vos théorèmes, vous seriez prêt à le faire? Oui, Maintenant, bien sûr. sur le champ Alors, je vous en donne un autre. performatif. 28. Poésie n'égale pas poiein, faire. Poésie égale faire. Alors, faire, c'est-à-dire poiein, c'est faire multiplié par faire, c'est-à-dire faire au carré, égale faire au carré. Faire plus faire plus faire. Vous savez que ça s'annule, donc égale faire moins. Faire plus faire égale faire moins. C'est-à-dire plus ou moins ne rien faire. Voilà, ne rien faire. Non, mais ça rappelle aussi, ça rappelle la proposition de Filiou qui dit bien faire égale mal faire égale pas faire. C'est ce que tu viens de dire, ça. C'est tout à fait dans la lignée de Filiou. Annulation, c'est l'usage de la négation, demande. C'est un usage de la négation, demande un travail de la négativité. C'est-à-dire, si on cesse de réfléchir à la puissance de la négation, bon d'accord, on peut dire rien faire, tout faire, de rien faire, allons dîner tranquillement, je ne suis pas contre. J'aime beaucoup ce que vous faites. J'aime beaucoup ce que vous faites. Je trouve ça vraiment extrêmement courageux. Cette façon dont vous, énormément, c'est très intéressant, c'est très prenant, quel travail derrière tout ça. Cette façon dont vous, toujours et puis maintenant, on faisait pas déjà un peu ça dans les années tant? Cette façon dont vous arrivez à... Vous avez mis longtemps. Pourquoi vous n'avez pas fait le livret, mis en scène, pris un metteur en scène, modulé en fa, écrit carrément autre chose? Je ne dis rien maintenant, c'est un peu frais. C'est très... Ça va, pas trop fatigué. Ce soir-là, j'étais très pris. Une ou deux coupures, peut-être? Non, je veux dire, j'avais la voix très prise. Ah, moi, je ne vais jamais en banlieue. Cela ressemble un peu, cela me fait penser à, on dirait du. La tête aussi, très prise. Ah, ça fonctionne, hein, ça fonctionne. Non, mais ça fonctionne très bien, même, vraiment. Cela ne ressemble à rien. Enfin, à rien d'autre, je veux dire. Quelquefois, on n'a pas envie de dire tout de suite, on a besoin de. Je vous téléphone dans la semaine. Vous êtes là demain matin? Les textes, c'est bien, mais la musique, c'est bien. Les textes, c'est bien, la musique, c'est bien. C'est pas bien. Vous avez mis trop de mi, il n'y a pas assez de ré. Je n'ai pas très bien entendu d'où j'étais. J'aurais tellement aimé venir, mais j'aime tellement ce que vous faites. Avez fait, ferez. C'est donc la petite
de théâtre dialogué, où il fait se succéder des gens qui s'interrompent. C'est une petite pièce de théâtre rapidement faite, pourquoi pas. Vous l'avez bien joué tout seul, à plusieurs voix, c'est parfait. Alors, attendez un instant, je finis ma phrase. Je commande finis ma juste. phrase. Je voulais juste dire qu'il n'y a pas un mot de moi dedans, en fait. Voilà, Ah bon, c'est ça encore le mieux. truc, c'est que c'est Ça du ne sert à rien. montage. Alors, Ça m'a ne fait sert à penser- rien. Voilà, je suis d'accord. Ça ne Ça sert m'a à fait- rien, ça sert à rien. Ça sert rien. Alors, il faut faire servir le rien, c'est tout. Servons le l'affaire. rien. Faire servir le Servons rien. le rien. Oui. Bon, servez-le. écho. Ça. Alors, j'évoque Gerasim Lucas, vous m'avez fait penser à lui à un certain moment. En effet, Gerasim Lucas, que Gilles Deleuze avait déclaré le seul poète français, je n'oublie pas, Gerasim Lucas que j'ai entendu D'origine roumaine. en plusieurs roumain. endroits. Roumain, pas d'origine roumain. Roumain. D'expression Roumain d'expression roumaine, roumain d'expression française. Française. Attendez, non, s'il y a des échos comme ça, arrêtons. Gerasim, je l'évoque parce qu'il prenait, qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait un adverbe, en l'occurrence. C'était une de ses prestations favorites. Et il faisait que quelque chose se passait. Alors, l'exemple en question, c'est passionnément. Passionnément. Donc, son Pas- texte, du qui était un passé. texte fait pour être vociféré, porté par la voix, et proféré. Ce soir-là, ça se passait au MoMA à New York, avec Jacques Lebel, etc. C'était une soirée très intéressante. Et Jean-Jacques Lebel, pendant un quart d'heure, il a dit passionnément, passionnément. C'était le travail de Gerasim Lucas. Très bien. Il transformait un mot. Arago avait fait ça d'une autre façon, ne l'oublions pas. Il avait publié, je ne sais quand, un poème qui s'appelait Persienne. Connaissez-vous ce poème Persienne? Alors, le mot persienne était écrit, si on le lisait, il fallait le lire, on pouvait aussi dire, tiens, il a écrit Persienne, puis fermer les livres. Si il persienne, le mot perdait peu à peu son sens. Persienne, finit par, comme ça arrive à répéter un mot, c'est plus grave. Alors, une question pourrait être posée, est-ce que le mot gagne, vous avez fait une distinction intéressante tout à l'heure, de la signification et du sens. Est-ce que quelque chose comme la signification s'altère ou s'en va et quelque chose comme du sens apparaît? Je veux bien admettre la différence sens-signification. Donc, voilà, c'est une occasion de saluer Gerasim Lucas et tous les performants. Les pères formants, les pères normants, les pères maman, passionnément. Enfin, par rapport à la performance, moi je préfère parler de performantiel. Parle un peu maintenant. Allez, parle. Moi? Ouais, vas-y toi. Non, mais c'est toi qui. Alors, je vais vous faire un petit pour donner pas un éclairage, mais un autre regard comme ça. C'est une partition, en fait, c'est un poème partition. Donc l'idée, c'est de noter, de donner une notation du fil de la pensée et de la donner à entendre tout haut. Mais c'est de la pensée intérieure, en quelque sorte. Voilà. Ça s'appelle la litanie de la vie, j'ai rien compris. Ça a donc un rapport avec le rien dont on parlait tout à l'heure. La vie, c'est comme quand on comprend rien. D'abord, on comprend rien. Ensuite, on comprend rien. La vie, j'y comprends rien. La mort, j'y comprends rien. L'amour, j'y comprends rien. Quand est-ce que tu as commencé à y comprendre rien? Tout de suite. Tout de suite, dès que j'ai été toute petite. Tout de suite, là, maintenant. Dès que j'y comprends rien, je suis toute petite. Je suis première en toute petite. Moi aussi petit, tout petit. Petite, toute petite. D'abord, j'ai voulu faire compter, faire le compte des choses, les compter, les prendre. Vous prendrez bien quelque chose? Moi aussi. Tout de suite, j'ai plus rien pu. Voyez-vous, j'ai plus rien que de tourner après les choses, autour des choses. Avec mes pensées, je faisais le tour des choses, comprenez-vous? Rien du tout. Je les tournais, je les retournais, je les détournais, je les contournais, je les bistournais, je les chantournais, je leur marchais dessus. Comme ça. Comme ça. Cette fois, j'ai retourné les langues après leurs choses, dans le sens de mes choses, de leur sens opposé, sans jamais rien comprendre à ce qui pouvait m'arriver. Ce sera tout.
Ça sera tout? Tournez-vous donc pendant que je me cause. Je passais mon temps le plus clair dans les rues de mon temps à chercher et à rechercher comment on pouvait. Déjà hier, je vous ai rencontré. Non, c'est pas ça. Non. À rechercher le sens des causes. Le sens de mes causes. De mes très grandes causes. À tourner autour des choses avec mes pensées sans voir que je me faisais tourner autour avec la pensée des autres. Ah, c'est tout moi, ça, c'est pas du tout ça. À m'empêcher dans l'ordre de faire de grandes choses, de faire de très grandes choses, de très très grandes choses. Ensuite, de trouver à qui parler déjà, cherchez pas moi aussi. Fini par plus arriver à voir les choses, à venir voir les choses. De près, voyez-vous, moi aussi, pareil. À même plus voir qu'elles existaient. C'est tout, c'est vrai. Jamais je me suis dit avec mes pensées que plus jamais je me suis pas regardé. Comprenez-vous? Rien du tout. C'est pas tout, c'est ça, c'est la vie, c'est tout. C'est-à-dire, c'est à dire. C'est rien, c'est rien. Il ne lui reste plus rien. Il ne lui reste plus rien à attendre. Il ne lui reste plus rien à attendre de la vie. Il ne lui reste plus rien à attendre de la vie générale. De la vie en général. J'ai l'impression que ça a acheté un froid. Non, 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 pas du tout, absolument pas. Non, on regarde, tout le monde est vivant. J'ai envie de vous poser une question, Michel Deguy. J'allais dire Michel Giroux. Vous dites donc que finalement la poésie, c'est le texte avant tout et uniquement le texte. Ah, moi, j'ai résumé comme ça. Il a pas dit ça. J'ai pris soin de dire aujourd'hui que chacun fait comme il l'entend. Je ne dirai jamais de mal de la performance. Je dis simplement, j'appartiens à ceux qui cherchent à ce que le poème, qu'en faire, c'est dire, demeure poème dans des liens nombreux, avec le passé, donc avec la récitation, avec ce qu'on appelle la jouissance du s'entendre parler. J'en profite aussi pour enfourcher un lieu commun qui n'a pas, dans les premiers jours de sa vie, et même, comme disait Platon, in utero, entendu ce qui va s'entendre, s'appeler ensuite sa langue maternelle, ne peut pas jouir de ce rapport à l'organe. Autrefois, le godere, gaudium, c'était Dieu, par exemple Spinoza, la jouissance. Aujourd'hui, la jouissance, c'est plutôt sexuel, mais pendant longtemps, on peut dire, alors c'était aussi l'affaire de Lacan, de rapporter la jouissance au s'entendre dire, comme je l'ai dit dans un poème d'ailleurs une fois, oui dire, s'entendre dire. Et je prononce par exemple cette phrase, plus critiquable, c'est-à-dire, qui n'a pas entendu pendant les premières années de sa vie la langue, sa langue, dans le jeu de ses mots. Et les Anglais sont mieux que nous à certains égards, puisque le jeu de mots, le pun, la répétition, qui n'a pas entendu, ne sera pas ensuite capable de préférer, c'est-à-dire de jouir de sa langue en entendant un poème. C'est ça l'affaire du poème, c'est tout. Donc une jouissance de sa langue, entendre sa langue, lui faire dire des choses, il s'agit bien de choses, lui faire dire des choses qu'elle a déjà dites ou l'a pas encore dites ou qu'on va redire, etc. Et c'est donc non, je ne vous autorise pas à lire un poème de Michel Deguy. Mais pourquoi? Oui, non, plutôt.
Non, non, c'est pas ça. Je continue dans la genre simplement là. Donc, c'est pour vous dire, par conséquent, je n'ai absolument aucune espèce d'offensive. Comment dire? J'ai appris, d'une certaine manière, une certaine pacificité ou paix, c'est-à-dire Robotier fait comme il l'entend, Michel Deguy fait comme il l'entend, d'autres font comme il l'entend, et je ne dirais pas l'histoire jugera, c'est plus compliqué que ça. Mais il n'y a pas, ne m'opposerai absolument pas, j'ai entendu avec certaine jouissance comment. Je vous poserai une question pour finir. Qu'est-ce que la partition en tant qu'écriture musicale? Je n'ai pas vu votre livre. Est-ce que c'est une partition au sens de la musique? Parce que je terminais sur ce point qui va le déchaîner, c'est très bien. La poésie n'est pas la musique. C'est la différence entre la poésie n'est pas la musique. C'est-à-dire, la poésie, le poème n'est pas une partition. C'est-à-dire, le poème, depuis, je m'excuse de parler comme ça, mais enfin, c'est des choses aussi qu'il faut savoir, qu'on apprend à l'école. Là, le poème n'est pas la musique. Il y a une musicalité du poème. C'est-à-dire, il y a une comparaison entre le poème et la musique. Mais le poème n'est pas du tout musical. La preuve, c'est que le poème n'est pas une partition. La partition n'a pas de signification linguistique. C'est la mesure, c'est les notes, etc. Elle n'a pas de signification linguistique. Elle a du sens. La musique a du sens. La musique accompagne la vie. Ou la vie accompagne la musique. Non, la partition, c'est juste une façon musique, la de partition, noter. un poème n'est pas noter, une partition. Il peut y avoir une Mais ça partition n'est pas une écrite. partition. Il peut y avoir une partition écrite par quelqu'un de musicien qui accompagne un poème ou non, pourquoi pas. Mais l'écriture du poème n'est pas une partition simplement parce que c'est pas des mesures, c'est la relation signifiante. L'écriture du poème peut être référent. une partition. Voilà. La preuve. Non, c'est pas Mais une si. preuve. Non, Bah, c'est pas un poème. Si, c'est un poème et Non, c'est pas un c'est poème. écrit en musique. C'est une partition. Ben, c'est vous qui dites que c'est pas un Accompagne poème. Moi, je dis que c'est un poème. D'accord. ok. Bah alors on n'est pas d'accord, c'est tout. Mais vous m'avez donné le droit de penser comme je voulais. D'accord, faites ce que vous voulez. Ah bah voilà. Pensez à savoir, le poème n'a pas, la musique n'a pas de signification. Tiens, donne le micro. On va pas citer Wagner. Non mais la musique n'a pas de. Avec Nietzsche. Non mais attendez, vous me permettez de faire un peu de théorie Bien aussi? sûr, bien sûr. Alors, on ne peut pas confondre la musique et la partition, comme vous le faites. Non, ça serait aussi absurde que de confondre un poème avec l'écriture de ce poème. On ne peut pas faire ça. Ça, c'est une partition, c'est-à-dire c'est de la musique qui est notée, ça n'est juste qu'un écrit, c'est un outil. Voilà. Et donc, moi, si je dis que c'est un poème partition, je suis poète et compositeur, je suis désolé, j'y peux rien, c'est comme ça. J'ai pas pu choisir entre les deux. Je fusionne les deux, et c'est comme ça. Enfin, là-dedans, en tout cas. Et donc, j'écris un truc qui est un poème partition. Je vois pas pourquoi vous pourriez me dénier le droit de le faire. Alors, je ne vous dénie pas le droit. D'accord, merci. Moi, j'aurais une question pour Michel Deguy. Ça marche, hein? Vous entendez? Non? J'aurais une question pour Michel Deguy. Donc, par rapport à tout ce que j'ai entendu là. Ouais, voilà, il me faut deux micros. Il me faut deux micros. Oui, j'aurais une question. À ce qui n'en finit pas, il y a une page, un texte, si on peut dire. Le titre, c'est Anniversaire. Il y a 1, 2, 3, etc., jusqu'à 60. Quand on est dans le contexte, on comprend très bien ce que ça signifie. C'est une histoire triste, bien entendu. Mais est-ce que vous pouvez dire que c'est un poème si vous le tirez du contexte, selon votre conception de la poésie? Ça n'est pas un poème. C'est une page qui appartient à un ensemble pour lequel j'ai d'ailleurs sous-titré d'un nom qui renvoie à chant et musique, c'est-à-dire le train qui a donné Stravinsky aussi, mais qui avant voulait dire chant accompagnant un deuil, musique. Donc, cette page que vous avez remarqué, j'en suis content. Si vous envoyez à un éditeur, peut-être Gallimard, une page pour être éditée, et que la page consiste en ceci, vous écrivez de 1 à 60, 1,2, 1,3, jusqu'à 60, en disant voilà, c'est mon poème. Vous ne serez pas édité. Là, c'est ce qu'on appelle le contexte. Alors, dans le contexte... Tant pis, il ne sera pas édité, mais ça sera peut-être un poème quand même. Non. Dans le contexte... Un poème non édité n'est pas un poème? Le contexte fait la chose. C'est-à-dire, comme il s'agit d'une femme qui est morte, à un certain moment,
j'énumère en pensant à un lecteur qui ne se contenterait pas de lire, mais qui effectivement énumérerait de 1 à 60. Quelqu'un qui a vécu 60 ans, donc dans le contexte, l'énumération 1, 2, 3, 4, 5 prend son sens par le contexte, la contextualité. J'ai répondu à votre question. Oui, mais c'est bien ce que j'ai dit, dans le contexte, évidemment. Mais on ne peut pas le tirer du contexte. En général, on peut tirer un extrait du contexte. Là, c'est pas possible. Donc l'énumération sur une page de 1 à 60 n'est pas un poème, sauf si il rentre dans un poème. Comme disait Picasso, qu'est-ce qu'il racontait? Une belle toile, je ne disais pas tout à fait ça, dans un ensemble de mauvaise toile est une mauvaise toile dans un ensemble d'une belle toile est une belle toile. C'est-à-dire ça dépend du contexte. Donc le poème tel que je l'entends est un ensemble qu'on peut appeler livre ou recueil, ça dépend. Et chaque page prend aussi un certain sens par rapport à ce qu'on appelle le contexte, ce qui fait que la lecture et le commentaire s'occupent de la contextualité. Donc, cette page n'est pas isolément, à la différence d'un sonnet, n'est pas isolément un poème, mais elle rentre dans on va l'appeler, si vous voulez, la fonction poétique. Ah, au passage, ça me rappelle une chose que j'avais envie de vous dire au début, quand vous avez cité la formule fameuse de Lautréamont. Rien n'est plus banal qu'un parapluie et une machine à coudre sur une table de dissection. Oui. Car vous entrez dans un débarras d'hôpital et vous allez voir des objets. Un parapluie, une machine à coudre, ou pourquoi un pansement, un urinoir, un micro sur les bras. Rien n'est plus banal que ça. Donc, que faut-il qu'il se passe à Conversation pour que la rencontre sur une table de dissection soit un objet d'intérêt? De même que les mots eux-mêmes sont aussi près ou aussi loin qu'on veut des autres. Ça dépend justement de on va appeler ça de l'ordre lexical adopté, alphabétique ou autrement. Les mots sont aussi près ou aussi loin les uns des autres qu'on veut. Alors c'est peut-être l'affaire du rapport des mots dans leur proximité avec les choses dans leur proximité. Mais alors, à Breton, rappelant ce mot de Lautréamont, je dirais simplement ça. Alors, le hasard objectif, c'est autre chose. Mais rien n'est plus banal. Il n'y a qu'à énumérer, vous pouvez décrire ici, que la rencontre d'un parapluie et d'une machine à coudre sur une table de dissection. Bien. Alors, moi, je vais me permettre de proposer encore un produit hybride, totalement hybride et totalement non poétique, en quelque sorte, qui serait un croisement entre de la poésie improvisée et de la théorie improvisée également. Le poème est plus large qu'une clôture. La poésie n'aime pas être enfermée dans un champ déterminé par des barbelés. La littérature non plus. La musique est ouverte. La musique n'est pas une fermeture. Les migrants aiment passer parfois d'un pays à l'autre, les graines d'un pays à l'autre, les semences d'un pays à l'autre, les poètes d'un pays à l'autre, d'un territoire à l'autre, de la musique à la théorie, de la théorie à la poésie, de la poésie à la littérature, de l'oralité à l'écriture, de l'écriture à la partition, de la partition à la départition, de la départition au départ généralisé. La poésie, les poètes, les non-poètes, le public, les gens, le ciel, les nuages, les chaises longues, les chaises roulantes, n'aiment pas être enfermés dans des locaux fermés à double tour ou à triple tour, ou simplement dans des tours. Voilà. Je vous le dis sans aucun détour. Hein. Est-ce que vous avez un mot à ajouter? Formule pour faire plaisir au public. Oui, une formule conclusive pour moi dans la minute. Alors, je dirais, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Réponse, la raison
la raison, qui a eu son âge, continue, bute sur l'identité. L'identité, c'est ce sur quoi bute actuellement l'humanité, l'identité. Alors, dans le langage d'aujourd'hui, qui est un langage qu'on va appeler paradigmatique, si vous permettez, c'est l'ADN. Qu'est-ce qu'on entend tout le temps à la radio? Ton ADN, l'ADN du Parti socialiste, l'ADN de la succursale de Citroën, ton ADN, mon ADN. L'ADN, c'est la manière dont aujourd'hui, d'une manière donc qui emprunte aux sciences de la vie, l'identité, c'est dans tes gènes, c'est dans mes gènes, etc. Alors, de quoi s'agit-il avec la poésie? Il s'agit de faire voler l'identité en éclats. Ce qui ne veut pas dire abolir l'identité. Je vais permettre, si vous voulez bien, même Robotier, je vais permettre même de citer Descartes. Ça peut se faire? Je vous écoute. Oui, écoutez. Alors, il y a un moment fameux dans le XVIIe siècle, deuxième méditation, où Descartes approche sa bougie du feu. Il est là, il se demande qu'est-ce qu'une chose. Alors, il dit, tiens, c'est sa chandelle. Alors, il se demande qu'est-ce que c'est. C'est le langage de l'identité. Et alors, il approche la bougie, et là, toutes les qualités, comme on les appelait à l'époque, qualité première et qualité seconde, se changent. De sonore, elle devient de solide, elle devient liquide, de rouge, elle devient verte, peu importe, etc. Qu'est-ce qui se passe? Alors, à ce moment-là, il pose une question fantastique, que je reprends aujourd'hui. Il dit ceci: la même chose demeure-t-elle? La même chose demeure-t-elle? C'est extraordinaire. Y a-t-il du même là-dedans? Qu'y a-t-il du même? Et la grande affaire de la poésie, de tous les arts aussi, c'est ce qu'on appelle le même et l'autre. Il n'y a jamais assez d'autre dans le même et il n'y a jamais assez de même dans l'autre. La même chose demeure-t-elle? Et il répond, il faut avouer qu'elle demeure. Il faut avouer qu'elle demeure. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on s'en prend à l'identité? Il faut bien s'en prendre à l'identité, puisque nous sommes bloqués sur l'identité. L'identité nationale, l'identité qui empêche de passer d'un pays à l'autre, vous avez évoqué, etc. Non. Il s'agit de faire voler l'identité en éclats. Alors, ça ne veut pas dire supprimer l'identité, la même chose de mortel. Exemple, je vais m'arrêter là-dessus, on pourrait dire aujourd'hui, je ne prendrais pas la cire, je prendrais la terre où nous habitons. La même terre demeure-t-elle? Il faut avouer qu'elle demeure. Donc, la poésie cherche à répondre aujourd'hui, j'appelle ça parfois la reterrestration, à cette question-là. La même chose demeure-t-elle, la même terre demeure-t-elle? Ça n'est pas sûr, c'est ça qui se passe en ce moment. Le poème, en tous les cas tel que je l'entends, et bien d'ailleurs qui inclut la musique, bien entendu, tous les arts, ensemble, l'un avec l'autre, dans la ronde des muses, dans l'hyperbole des muses, l'un comme l'autre, comme voulant dire aussi l'accompagnement à la musique, la même terre demeure-t-elle? Il faut avouer qu'elle demeure. Mais nous avons à dire, et je pense que nous pouvons envelopper les peintres, les plasticiens, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, chacun fait comme il l'entend, les musiciens, la même chose demeure-t-elle. Mais il faut le dire, la responsabilité de l'artiste aujourd'hui, c'est de dire en quoi et de quelle façon un même, par exemple, la même terre où nous continuons d'habiter, peut-être, malgré la dévastation, la même terre demeure-t-elle? Il faut avouer qu'elle demeure. Alors, je ne parle pas de ce que fait Descartes, qui juste envoie promener ce qu'il appelle l'imagination pour arriver à la conception, etc. Ça, c'est la bâtissiste universaliste. Mais l'imagination, justement, c'est ce que Descartes traverse en disant « ça ne compte pas ». Alors, il dit la sensation, c'est fini. L'imagination, on n'en parle pas. Donc, on va chercher du côté de la conception. Alors, ce qui s'est passé ensuite au XIXe siècle, c'est que l'imagination est revenue au centre. Celle que Baudelaire va appeler la reine des facultés, elle est justement dans l'édifice kantien, qui est, je le rappelle, l'édifice des Lumières. Ne l'oublions pas, l'éclat que projettent les Lumières, c'est que l'imagination est au cœur de la reconnaissance. Peut-être pas la connaissance, mais disons la reconnaissance. Alors, la même chose demeure-t-elle? C'est à nous de dire oui, un même, le même. Ça va. Donc, conservant l'identité, il faut la faire voler en éclats. Le propre de l'éclat, je termine là-dessus, c'est la fusée baudelairienne. Baudelaire envoie des fusées. La fusée retombe en éclairant, ou si vous voulez, éclaire en retombant. La fusée, c'est fantastique. Fusée, il appelle ses pensées fusées. Le propre de la fusée, c'est qu'elle éclaire en retombant. Ou si vous voulez, qu'elle retombe en éclairant. Et on recommence à envoyer vers le haut, etc. Donc il s'agit que l'identité vole en éclats. Merci. Merci.